comment les fonds d'investissement détruisent l'économie. Bon, alors c'est bien parce que vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet. Je ne sais pas si les fonds d'investissement détruisent l'économie. En tout cas, ils lui font pas du bien et pas autant de bien qu'ils veulent bien le dire. Moi, je vais vous dire en deux mots quand même comment je suis venu à ce sujet. En fait, le point de départ de ce livre, c'était de répondre à François Hollande. Alors François Hollande, pourquoi François Hollande? Parce qu'en janvier 2012, il prononce un discours qui est devenu célèbre, c'est le discours du Bourget, à l'époque où il était candidat à la présidentielle. Et s'il entrait dans une grande diatribe sur la finance, en expliquant que son ennemi n'avait pas de nom, n'avait pas de visage, et qu'il ne présentait pas de candidat à la présidentielle, et pourtant il gouvernait. Et cet ennemi, nous expliquait François Hollande, c'est la finance. Donc en fait, toute l'idée de ce bouquin, c'est d'essayer de montrer que la finance, c'est pas cette abstraction théorique que dépeignait François Hollande, parce qu'un ennemi qui n'a pas de nom et pas de visage, c'est quand même très compliqué de le combattre par définition. Donc l'idée, c'est de montrer que la finance, c'est des individus, c'est des acteurs qui ont une histoire, des pratiques, une idéologie, et que il leur arrive en plus de présenter des candidats à la présidentielle ou en tout cas de les soutenir. Donc c'était vraiment le point de départ. Et ensuite, donc montrer, voilà. Et pourquoi les fonds d'investissement? Parce que les fonds d'investissement, selon moi, ils permettent de comprendre comment la finance prend le contrôle dans nos existences, dans notre quotidien. Parce que les fonds d'investissement, ils sont partout, mais on en parle finalement très peu, ou en tout cas, à mon avis, mal. Un exemple parmi d'autres, on parle beaucoup depuis plusieurs mois de la financiarisation de la santé, notamment avec les crèches privées et puis les EHPAD. Il y a eu les livres de Victor Castanet qui ont fait beaucoup de bruit. Mais il y a aussi pas mal d'enquêtes journalistiques qui essaient de documenter les effets de la financiarisation dans la santé et qui expliquent comment est-ce qu'on arrive à des scandales de maltraitance dans les crèches et dans les EHPAD. Et en fait, la financiarisation, très concrètement, c'est des fonds d'investissement, en l'occurrence, qui prennent le contrôle des crèches ou des EHPAD, soit en montant en capital, soit en prêtant de l'argent à des taux d'intérêt exorbitants. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces fonds-là vont importer leur vision du monde, qui est une vision, en fait, dans laquelle ce sont les critères de rentabilité financière qui priment sur tous les autres. Et ça peut avoir des conséquences extrêmement néfastes sur le fonctionnement de l'économie. C'est un peu ce que je montre dans le livre. En gros, quand un fonds d'investissement rachète une entreprise, son but, ça va être de racheter l'entreprise la moins chère possible et de la revendre le plus cher possible. Et donc pour ça, il va chercher à la rendre plus profitable par tous les moyens. Et s'il faut fermer une usine, supprimer 300 emplois, il le fera sans vergogne. Donc l'idée, c'est de montrer un peu, de documenter les ravages économiques et sociaux que font ces fonds d'investissement. C'est ce que vous montrez dans votre livre L'Empire du Cash, comment les fonds d'investissement rachètent le monde. Ça m'a beaucoup plu parce que j'ai appris plein de choses. Merci. C'est une enquête donc sur ce sujet et on va essayer de démêler un peu tout ça. Avant, peut-être pour commencer, ce qui serait pas mal, c'est de dire ce que c'est qu'un fonds d'investissement. C'est une bonne question parce que en fait les gens ne le savent pas forcément. En fait, pour ramener les choses à leur plus simple expression, un fonds d'investissement, c'est une structure que vous allez créer quand vous voulez gagner beaucoup d'argent avec l'argent des autres. Donc le fonds d'investissement, une fois que vous l'avez créé, vous allez chercher de l'argent auprès de riches clients. Ça peut être des fortunes, ça peut être des grandes fortunes, ça peut être des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des banques, etc. Ensuite, cet argent, vous allez le placer, donc en prenant des parts, en rachetant les entreprises le plus souvent. Et puis au bout de 5 ans, vous allez revendre vos parts, donc revendre les entreprises, en espérant réaliser une plus-value, c'est-à-dire en revendant plus cher que vous n'avez acheté. Et sur cette plus-value, en gros, je simplifie, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, 80% de cette plus-value va aller dans les poches des personnes qui vous ont prêté l'argent, donc vos clients, et 20%, ça va aller dans vos poches à vous. Donc 20%, ça paraît pas énorme comme ça, mais on parle souvent de sommes qui se chiffrent en plusieurs milliards d'euros, de dollars, donc ça représente des sommes tout à fait considérables, et c'est ce qui explique, c'est ce que je dis dans le livre, qu'il y a toute une espèce d'élite financière, de nouvelle élite financière qui s'est formée au cours des 20 dernières années, justement grâce à ce business-là. Ils ont une histoire assez courte, finalement, ces fonds d'investissement, qui commencent dans les années 80. Alors il y a l'âge de pierre des fonds d'investissement, ça commence dans les années 40 en fait. Ce qu'on sait pas, c'est que le père fondateur de cette industrie, c'est quelqu'un qui s'appelle Georges Doriot, qui est français. C'est pas du tout un banquier américain comme on pourrait le penser. C'est en fait un fils de mécanicien français qui est parti aux États-Unis pour étudier à Harvard dans un premier temps, donc dans les années 40, et qui ensuite est devenu professeur à Harvard pendant très longtemps et qui a formé des légions de chefs d'entreprise américains. Et aux États-Unis, Doriot, il fait l'objet d'une espèce de culte dans certains milieux qui considèrent que c'est vraiment un pilier du capitalisme américain, au même titre que Henry Ford, par exemple, ou Walt Disney.
Et donc Doriot, c'est quelqu'un qui était profondément habité par l'idéologie libérale et par le culte de l'entreprise, et qui pensait que n'importe qui pouvait créer une entreprise innovante et révolutionner le monde. Et donc c'est quelqu'un qui a créé le premier fonds d'investissement moderne qui s'appelait ARD dans les années 40. Et ce fonds a gagné beaucoup d'argent en investissant notamment dans des entreprises, de jeunes entreprises dans le secteur des nouvelles technologies. Et un de ses biographes explique que Georges Doriot, c'est un peu le père fondateur de la Startup Nation. Ce qui n'est pas complètement faux. Il y avait vraiment cette idée-là qu'il habitait, cette idée d'aider les jeunes entreprises à faire fortune. Doriot, c'est vraiment quelqu'un qui bénéficie d'un culte aux États-Unis, si bien que quand il y a quelques années, il y a des chercheurs français, enfin un chercheur et un journaliste français, qui ont sorti une grosse enquête à partir d'archives américaines qui démontraient qu'il avait très certainement collaboré avec les nazis, notamment en fait en créant à l'aide de ses connaissances scientifiques, enfin techniques et financières, un réseau d'entreprises pour dissimuler un trésor servant à financer des agents nazis. Ces révélations-là, qui étaient tout à fait documentées, sont passées quasiment sous silence. En France, on en a un peu parlé, aux États-Unis, pas du tout. Donc, c'est vous dire que l'importance qu'a ce Doriot dans la culture capitaliste américaine. Donc, Doriot, ça, c'était les années 40-50, et c'est quelqu'un qui travaillait de façon, on va dire, artisanale. C'est-à-dire que son idée, c'était qu'il voulait gagner de l'argent, évidemment, mais c'est quelqu'un qui pensait qu'il fallait s'inscrire dans le temps long, et donc qu'il fallait investir dans une entreprise. Ça pouvait prendre 10-15 ans. Mais l'idée, c'était pas forcément d'obtenir un retour sur investissement rapide. Dans les années 80, les choses changent. Et donc là, on passe vraiment à une échelle industrielle. Donc, c'est les fonds dont vous parlez, les fonds, les monstres financiers des années 80. Et pourquoi ça se crée à cette période? Les années 80, c'est une époque particulière. Donc, c'est Ronald Reagan qui est président aux États-Unis. Et c'est ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, c'est-à-dire que c'est vraiment l'avènement du néolibéralisme aux États-Unis. Donc c'est une idéologie selon laquelle l'État a pour principale fonction de laisser s'épanouir la propriété privée. Et donc il y a toute une série de législations et de taxes aussi qui baissent, qui fondent. Et donc c'est une période propice pour gagner beaucoup d'argent. C'est notamment ce que vont faire les fonds d'investissement. Le premier gros fonds d'investissement moderne, il s'appelle KKR. Donc KKR du nom de Jérôme Kohlberg, qui est le père fondateur, qui est quelqu'un qui a fait fortune dans une première partie de sa carrière dans une banque d'affaires et qui a ensuite créé KKR et qui s'est appuyé sur ce qui est un peu l'arme de destruction massive des fonds d'investissement, c'est le LBO. Donc pour leverage buyout, rachat avec effet de levier tout simplement. Donc en fait le but du LBO, c'est de racheter l'entreprise avec de l'argent qui ne vous appartient pas. Donc le but, c'est que vous allez mettre une mise de départ ridicule, mais vous allez par contre emprunter à la banque. Et ça peut être des sommes tout à fait considérables, parfois c'est des milliards d'euros ou de dollars. Et l'idée en fait, c'est que c'est l'entreprise que vous avez rachetée qui va rembourser le prêt que vous avez fait grâce au cash qu'elle va générer. C'est délirant ça. C'est effectivement délirant. C'est dangereux parce qu'il y a des entreprises qui du coup se retrouvent fragilisées et qui finissent par faire faillite. Mais c'est un sport qui permet de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. KKR, dans les années 80, va investir 60 milliards de dollars dans les années 80. Quasiment pas un dollar de leur poche, donc c'est vraiment que de l'argent qu'ils ont emprunté à des banques. Ils vont constituer comme ça un petit empire industriel aux États-Unis avec un coût social exorbitant. Ce que je raconte dans le livre, c'est que il leur est arrivé de démanteler comme ça des entreprises entières et de licencier des milliers de personnes. Voilà, donc ça c'est les années 80 aux États-Unis. Et assez rapidement, c'est une industrie qui va se développer en France autour de 83-84, qui est une époque particulière. C'est François Mitterrand est au pouvoir, il entame ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Donc il tourne complètement le dos aux principes socialiste, effectivement, grâce auquel il avait été élu. Et en fait, c'est une époque où les élites françaises, une partie des élites françaises en tout cas, politiques et économiques, se convertissent au néolibéralisme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avant, disons, entre les années 50 et les années 70, 80, le cadre théorique qui dominait en France, c'était, en matière d'économie, en tout cas, c'était un cadre plutôt keynésien, pour simplifier. Donc, selon lequel l'État avait un rôle à jouer dans l'économie, dans la sphère économique, notamment par l'intermédiaire de politiques volontaristes, d'investissement public, de salaire, etc. Dans les années 80, on change complètement de façon de penser, et l'obsession des élites à l'époque, c'est de lutter contre l'inflation. Donc, il n'est plus question d'augmenter les salaires, d'investir de l'argent public. Et donc, pour développer les entreprises, on préfère se tourner vers les marchés financiers et notamment vers les fonds d'investissement. Et il y a une date assez importante, c'est 1984. En fait, c'est la date où le LBO rentre vraiment en vigueur en France, dans le droit français.
Et en plus, il est assorti d'une niche fiscale, ça peu de gens le savent, une niche fiscale qui permet, quand un fonds d'investissement va racheter une entreprise en utilisant LBO, en fait, il va baisser son taux d'imposition sur les sociétés en déduisant de son résultat les intérêts de l'emprunt. Pour dire la chose très concrètement, ça veut dire que nous tous, autant qu'on est, les contribuables français, en fait, on finance indirectement, sans le savoir, la bonne marge des fonds d'investissement. Ça c'est dingue. Je voulais en reparler plus en détail après parce que la pilule est toujours pas passée. Et donc, cette loi qui permet cette niche fiscale, enfin, qui autorise les LBO, elle dit quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle autorise exactement? Le rachat par endettement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, quand cette loi passe, il y a tout un discours d'enrobage de cette loi qui consiste à faire croire que, en réalité, le but des LBO, c'est pas du tout de permettre à des méchants fonds d'investissement de racheter des entreprises françaises. C'est de permettre à des cadres d'entreprises bridés qui voudraient racheter leur boîte mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens, de s'endetter et donc de racheter des entreprises à moindre frais. C'est évidemment une fable. En réalité, quand on regarde à l'époque et même encore aujourd'hui, il y a très très peu de salariés qui rachètent les entreprises en utilisant des LBO. C'est évidemment l'écrasante majorité des LBO qui sont faits aujourd'hui, ce sont des fonds d'investissement et plutôt des gros fonds d'investissement avec des conséquences extrêmement néfastes pour l'économie. Peut-être qu'on peut rentrer dans ce sujet-là. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis et en France notamment pour essayer de mesurer les effets des LBO sur l'économie. Il y a une étude très intéressante que je cite dans le livre qui a été menée par 2 chercheurs français il y a quelques années. En fait, ils ont cherché à construire 2 échantillons, un échantillon d'entreprise qui avait été l'objet de LBO, et puis un échantillon d'entreprise qui n'avait pas fait l'objet de LBO, mais qui était de taille comparable, de structure comparable, et qui travaillait dans des secteurs un peu économiques comparables, pour voir ce qui se passait. Le résultat de cette enquête, de cette étude, c'est que quand vous êtes une entreprise et que vous êtes racheté par LBO, vous avez 2,5 fois plus de chances de faire faillite. 2,5 fois plus de chances de faire faillite, donc c'est évidemment considérable. Et ça peut pas être une surprise, en fait. Et non, ça peut pas être une surprise, mais vous avez raison. Mais en fait, c'est intéressant cette étude parce que ça bat en brèche une idée reçue qui est beaucoup utilisée par les fonds, selon laquelle on pourrait discipliner en fait les chefs d'entreprise par la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous vous retrouvez lesté d'une dette de X millions d'euros, en fait, ça va influencer votre façon de gérer l'entreprise. Vous allez vous transformer en bon père de famille, vous allez faire très attention avant d'investir de faire la moindre dépense, parce que vous allez avoir cette épée de Damoclès de la faillite au-dessus de la tête. Donc c'est évidemment une fable complète, ça ne marche pas, et c'est ce que montre cette étude. Il y a d'autres études qui vont un peu dans le même sens, évidemment, aux États-Unis notamment. Même si c'est compliqué en réalité de savoir combien d'emplois sont vraiment créés, les lobbyistes des fonds d'investissement déploient une énergie considérable pour produire plein de données qui doivent vous montrer qu'on crée plein d'emplois grâce aux fonds d'investissement. Aux États-Unis, quand on regarde un peu ce que nous dit la recherche et la littérature académique là-dessus, c'est évidemment beaucoup plus nuancé. Mais il y a quand même une littérature assez libérale qui tend à prouver que oui, peut-être que les fonds d'investissement détruisent des emplois, mais qu'ils en créent aussi. Donc finalement, c'est pas très grave. Selon cette idée d'un peu de destruction créatrice. Un exemple, quand un fonds d'investissement va racheter un grand groupe de logistique, par exemple, aux États-Unis, bon, peut-être qu'ils vont fermer un entrepôt dans l'Iowa et licencier 300 personnes, mais c'est pas très grave, nous expliquent les économistes, parce que quelques mois plus tard, ils vont ouvrir un entrepôt à l'autre bout du pays et embaucher 310 personnes. Donc à l'arrivée, quand vous faites le solde, on a créé 10 emplois, d'accord, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait des 300 personnes qui ont perdu leur poste dans l'Iowa? Ça, c'est vrai que c'est un peu le point aveugle de ces études. Et puis, il y a d'autres études très intéressantes, plus qualitatives, qui s'intéressent vraiment à la manière dont on vit, dont on travaille dans les entreprises rachetées par LBO. Et notamment une étude, je vais pas vous assommer d'études, mais j'en parle dans le livre, qui a cherché à mesurer à la fois le niveau de productivité des salariés et le niveau de salaire selon que l'entreprise était rachetée par LBO ou pas. Et le résultat est absolument édifiant. On se rend compte que le niveau de productivité quand vous êtes racheté par LBO explose et que dans le même temps, votre niveau de salaire diminue par rapport à des entreprises comparables. Donc ça, vous avez raison, c'est pas très surprenant. C'est tout simplement que l'objectif d'un fonds d'investissement, c'est de gagner de l'argent très vite. Donc s'il faut licencier, mettre des gens à la porte ou alors changer les organisations de travail aussi
pour passer par exemple à du lean management, qui est un management extrêmement brutal, qui vise à éliminer tout temps mort dans l'entreprise, et ben évidemment, les fonds d'investissement le font et ce sont les salariés qui le payent au prix fort. Et du coup, ça commence en 1984 en France. Ouais. Et on arrive en 2024. Ouais. Ils ont pris une place absolument prépondérante dans l'économie entre-temps. Alors c'est une bonne question, c'est compliqué de le mesurer. Ils ont pris, je pense qu'aujourd'hui les fonds d'investissement jouent un rôle assez central dans le capitalisme. C'est peut-être plus vrai aux États-Unis qu'en France, mais il faut savoir déjà que les fonds d'investissement aujourd'hui, quand on regarde tous les actifs qu'ils possèdent, donc quand on parle d'actifs, et peut-être qu'il faudrait revenir là-dessus, c'est vraiment à la fois les entreprises, mais aussi parce que les fonds d'investissement, ils rachètent tout et n'importe quoi. C'est un peu le but du livre, c'est de montrer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se vend et qui s'achète, quelque part, un fonds d'investissement peut l'acheter. Ça peut être une entreprise, ça peut être une crèche, ça peut être un EHPAD, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des réseaux de distribution d'eau, voilà. Et donc aujourd'hui, quand vous faites la totalité de tous les actifs qu'ils possèdent, dans le monde, le total c'est 5 000 milliards de dollars, donc c'est considérable, c'est 2 fois le PIB français. Et par ailleurs, les fonds d'investissement aujourd'hui jouent un rôle de plus en plus central dans l'économie, dans la mesure où ils concurrencent maintenant les banques. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique dans le livre. Les fonds d'investissement ne se contentent pas de racheter des entreprises, ils concurrencent aussi les banques directement sur leur terrain, c'est-à-dire qu'ils prêtent de l'argent à des taux d'intérêt généralement beaucoup plus élevés que ne le font les banques. Et en plus, les fonds d'investissement ne sont pas tenus de respecter toutes les obligations juridiques, prudentielles, enfin je ne rentre pas dans les détails, qui lient les banques. Voilà, et donc les fonds d'investissement aujourd'hui pèsent très très lourd et ils investissent dans énormément de secteurs. Donc on peut considérer, en France, c'est pas forcément encore très spectaculaire, mais en tout cas aux États-Unis, ils ont pris une place absolument prépondérante. Ouais. Et en France, ça a tendance à grossir. Par exemple, depuis que Macron est arrivé, il a essayé de favoriser leur... Ouais, alors c'est ce que j'explique dans le livre. Les fonds d'investissement, ils déploient une énergie colossale en lobbying. En France, le principal lobby des fonds s'appelle France Invest, qui s'appelait la FIC dans les années 80, mais qui s'appelle France Invest aujourd'hui. Et c'est vrai que ils ont eu des relations assez étroites avec Emmanuel Macron dès le départ, ce qui n'est pas très surprenant. Quand on connaît le pédigré d'Emmanuel Macron, c'est un ancien banquier d'affaires, quelqu'un qui est profondément libéral, et qui n'est pas l'ennemi de la finance, contrairement à ce que racontait François Hollande. Et donc, c'est vrai qu'il y a des contacts qui se sont noués avec lui très tôt. Moi, j'ai discuté avec des gens qui travaillent pour le lobby de France Invest et qui m'ont raconté, par exemple, que l'une des grandes idées fiscales de Macron qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est ce qu'on appelle la flat tax. La flat tax, en gros, c'est un prélèvement forfaitaire qui vise, sur les revenus du capital et qui vise évidemment à diminuer le montant d'impôt des gens très riches qui gagnent beaucoup d'argent grâce aux dividendes, grâce aux actions. Et donc cette flat tax, l'idée aurait pu être soufflée à Emmanuel Macron par ce fonds, par France Invest, par le lobby. Et par ailleurs, Emmanuel Macron a mis en place toute une série de dispositifs législatifs sur lesquels je reviens dans le livre, qui cherchent vraiment à développer le secteur des fonds d'investissement en France. Donc oui, bien évidemment que les fonds d'investissement se portent très très bien en France depuis que Macron est au pouvoir. On peut les détailler, l'arsenal juridique. En gros, l'idée, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais l'idée, en fait, le but vraiment des fonds d'investissement, c'est d'essayer d'accéder à l'épargne française. Parce qu'en France, il y a quand même une spécificité, c'est qu'on épargne beaucoup. On a un niveau d'épargne, en tout cas, les gens qui ont les moyens d'épargner épargnent beaucoup. Mais c'est vrai qu'on place très peu cet argent sur les marchés financiers. Alors, selon moi, plutôt pour des bonnes raisons. Parce que les épargnants français ont peur de la bourse et je pense qu'ils ont raison d'avoir peur. Mais donc, c'est vrai que l'obsession des fonds d'investissement, c'est de faire en sorte que ce qu'on appelle la veuve de Carpentras, c'est-à-dire la personne qui a un petit bas de laine chez elle et qui refuse de l'investir, place cet argent dans les fonds d'investissement. Et ça, il y a des mécanismes qui ont été mis en place sous les mandats d'Emmanuel Macron pour permettre en fait aux fonds d'investissement d'accéder à une partie de l'épargne française. Aujourd'hui, il faut pas se mentir, tout le monde ne peut pas investir dans un fonds d'investissement. De mémoire, je crois qu'il faut investir au minimum 100 000 euros. En tout cas, à l'époque où j'écrivais le livre, c'était cette somme-là. Pour avoir accès aux fonds d'investissement. Donc c'est quand même une somme, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais ce qui est clair, c'est que c'est plus facile aujourd'hui d'investir votre argent dans les fonds d'investissement que ça ne l'était dans les années 90 ou 2000. Et on entend beaucoup parler parce que les fonds d'investissement essaient de toucher l'épargne française, mais c'est pas les seuls, les fonds de pension américains aussi. Ouais.
Ils lorgnent tous sur le trésor des retraites. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que c'est les acteurs, les fonds d'investissement, c'est les acteurs centraux de ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie ou des acteurs parmi d'autres? C'est une bonne question. Alors, moi, je pense que les fonds d'investissement, c'est vraiment, ils jouent un rôle tout à fait central dans la financiarisation de l'économie. Parce qu'en fait, les fonds d'investissement, ils vont vraiment racheter les entreprises, si vous voulez, ils mettent les mains dans le cambouis. Si on compare avec ce qu'on appelle les gestionnaires d'actifs, comme BlackRock par exemple, on a beaucoup parlé de BlackRock dans l'actualité française. BlackRock, c'est vraiment un giga monstre financier. C'est le plus gros gestionnaire d'actifs du monde. Mais quand on regarde le business model de BlackRock, en fait, ce qu'ils font, ce qu'on appelle, c'est de la gestion passive. C'est-à-dire qu'ils vont pas directement acheter une entreprise pour changer le management et changer l'organisation du travail. Eux, leur but, c'est plutôt d'investir dans beaucoup d'entreprises, mais à chaque fois des petites, de faibles proportions. Voilà. En gros, BlackRock, ils vont acheter 1% de toutes les entreprises du CAC 40. Puis à l'arrivée, BlackRock va acheter surtout des entreprises cotées en bourse. Exactement. Différence des fonds d'investissement. Ouais. Donc BlackRock, en fait, ils ont un énorme portefeuille d'actions, mais en réalité, ils influent assez peu sur la marge des entreprises. Quand vous avez 1-2% d'un géant du CAC 40, vous n'allez pas forcément vous inviter au conseil d'administration pour dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, moi je propose de fermer ce site, d'en ouvrir un autre ailleurs, etc. Donc c'est pour ça qu'évidemment qu'ils jouent un rôle économique absolument très important. Selon moi, je pense que leur rôle est peut-être encore plus politique d'ailleurs qu'économique, parce qu'on sait que le patron de BlackRock tutoie tous les chefs d'entreprise, tous les chefs d'État, pardon, de la planète. Exactement, tout à fait, exactement. On en a beaucoup parlé en France à un moment. Donc, ils jouent un rôle notamment de conseil. En fait, BlackRock, il y a toute une filiale de BlackRock qui s'occupe vraiment de conseiller à la fois les États, mais aussi les institutions financières. Donc, ils jouent un rôle politique très important. Mais sur le plan vraiment de l'ingénierie financière... Ouais. Ils représentent presque les marchés financiers dans leur ensemble. Oui, tout à fait. Donc, la bourse. Ouais. Mais eux, leur idée, encore une fois, c'est vraiment de prendre peu de parts dans plein d'entreprises. Ouais. Donc, à la fin, évidemment, ils gagnent beaucoup d'argent sans prendre trop de risques. Parce que quand vous avez un portefeuille aussi diversifié, s'il y a une entreprise qui tombe, c'est pas grave. D'autant qu'il y a peu de chances qu'une entreprise du CAC 40 fasse faillite. Mais pour moi, les fonds d'investissement, ça me paraissait plus intéressant dans cette enquête parce que eux, pour le coup, ils ont vraiment un rôle sur le opérationnel. Voilà. Quand un fonds d'investissement va racheter une entreprise, il va vraiment chercher à changer les modes de production de cette entreprise. Quand un fonds d'investissement va racheter un immeuble, il va avoir une influence sur la manière dont les locataires de cet immeuble sont traités. D'ailleurs, il y a tout un pan du livre où j'explique un peu comment est-ce que les fonds d'investissement grignotent des pans entiers de l'économie et donc ils se contentent plus aujourd'hui de racheter des entreprises, ils rachètent donc notamment de l'immobilier. C'est ce que je raconte dans le livre. Ça a vraiment commencé aux États-Unis au moment de la crise des subprimes. Donc la crise des subprimes, vous savez, c'est une crise qui éclate en 2008-2009. Il y a à ce moment-là des millions de ménages américains qui se retrouvent à la rue parce que en fait les banques saisissent les maisons dans lesquelles ils habitaient et les revendent aux enchères. Donc il y a plein de gens qui perdent leur maison et les fonds d'investissement profitent de cette période de crise pour racheter à tour de bras aux enchères des maisons qui vont ensuite mettre en location. Et ce qui est particulièrement pervers, c'est c'est arrivé en tout cas, que des propriétaires de maisons se retrouvent ensuite locataires des fonds d'investissement. Et il y a des études qui ont été faites aux États-Unis par des ONG qui ont cherché à comprendre comment les fonds d'investissement géraient leur parc immobilier. Et les résultats sont absolument terrifiants. C'est-à-dire que vous avez une explosion des loyers, parfois 2 fois plus importante dans la même zone, que des immeubles qui ne sont pas possédés par des fonds d'investissement. Il y a aussi une hausse des expulsions, une dégradation des services rendus, etc. etc. Bon, ce qui n'est pas très surprenant quand on connaît le mode opératoire de ces fonds, dont le but, encore une fois, est de gagner beaucoup d'argent en un temps à partie très faible. On va parler du mode opératoire parce que c'est vrai que, quitte à le redire plusieurs fois, ça c'est parce que c'est tellement... Ça semble tellement immoral venant quand on n'appartient pas à ce monde-là, qu'on a du mal à vraiment enregistrer que c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Juste pour finir sur la financiarisation de l'économie,
sans être un expert, j'ai même découvert la vraie nature de ce que sont les LBO et les fonds d'investissement grâce à votre livre. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que par financiarisation, on entend l'économie au service de la rentabilité financière du capital. C'est ça. Et en fait, il faut rentrer des structures qui étaient capitalistes, qui avaient des actionnaires, dans une logique de rentabilité à très court terme. Ouais. Car, en fait, ils deviennent actionnaires sans avoir l'intention de conserver la propriété de ce dont ils se sont rendus propriétaires. Ouais, mais l'idée, c'est, en gros, le temps d'un fonds d'investissement, le temps d'action, c'est 5 ans à peu près. C'est-à-dire que vraiment, le but, quand vous entrez au capital d'une entreprise, votre objectif, disons que vous avez acheté une entreprise à 100, votre objectif, ça va être de la revendre 200 ou 300 5 ans plus tard. Ouais. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que l'obsession des fonds d'investissement, c'est d'augmenter la valorisation de l'entreprise pour que l'entreprise coûte plus cher à la revente. Donc là, il n'y a pas 36 solutions quand vous êtes pressé par le temps. En gros, soit vous allez essayer de la rendre le plus profitable possible. Et donc en général, comment est-ce qu'on fait pour une entreprise plus profitable quand on a peu de temps? C'est que vous allez tailler dans les coûts. Donc ça consiste à supprimer des emplois quand il faut le faire, fermer des sites si nécessaire, changer les process aussi de production, changer le management, etc. L'autre levier qui est utilisé, c'est de faire ce qu'on appelle de la croissance externe. Ça veut dire que vous allez racheter d'autres entreprises. Donc une entreprise va en racheter d'autres. Et donc à la fin, l'entreprise, le groupe sera plus gros qu'au départ et donc il se revendra plus cher. Mais ça a aussi des conséquences sociales parce que très souvent, quand vous faites ce qu'on appelle des fusions-acquisitions, il y a des doublons et donc il y a des emplois qui disparaissent. Donc encore une fois, c'est pas un jeu à somme nulle. Il y a des perdants dans cette histoire. Et c'est en fait ce que j'ai trouvé génial, c'est que ça a concrétisé, ça a fait écho à des critiques intuitives que j'avais à formuler par rapport à ce que j'observais dans l'actualité ou dans le fonctionnement de l'économie. Le fait que toutes les décisions économiques semblent se prendre à très court terme aujourd'hui dans le champ politique ou dans le champ des entreprises. En fait, une fois qu'on sait que l'entreprise est passée dans le giron d'un fonds d'investissement, on comprend que aucune décision de long terme ne sera prise puisque le but c'est de la vendre bientôt. C'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment le triomphe du court-termisme. Hein. Même si quand on discute avec des gérants de fonds d'investissement, ils vous expliquent que non, eux, ce qui les intéresse, c'est pas de faire de l'argent, c'est de développer le tissu économique français. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en eux. Cela dit, ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous creusez un peu et quand vous essayez vraiment de comprendre leur motivation, ils utilisent un langage extrêmement cru. Moi, j'ai déjà discuté avec des gérants de fonds d'investissement, des grands gérants de fonds d'investissement, qui m'expliquaient que, oui, il leur était arrivé au cours de leur carrière de virer un chef d'entreprise qui n'était pas coopératif. Il y a vraiment des gens qui me l'ont dit. Mais pour eux, c'est pas grave parce qu'ils considèrent encore une fois que l'idée c'est de dynamiser l'activité économique et que si vous détruisez 300 emplois un jour, c'est pas très grave si demain vous allez en recréer d'autres. Donc c'est vraiment une logique extrêmement libérale et extrêmement violente. Je suis curieux de savoir s'ils appliquent le même court-termisme dans leurs décisions, dans leur vie personnelle. Parce que par exemple, si on achète une maison et qu'on a l'intention d'y vivre 30 ans, ouais. On va choisir une peinture qui va peut-être mettre plus de temps à être appliquée, mais qui va tenir plus longtemps. Ouais. Parce que quand, à un moment, vous avez dit, quand on a peu de temps pour augmenter la valeur d'une entreprise, voilà ce qu'on fait. Mais en fait, quand on a peu de temps, il est plus facile d'augmenter. Quand on s'arrête à 4-5 ans, il va être plus facile d'augmenter sa valeur, ouais. Puisqu'on se fout de ce qui se passe après. C'est exactement ça. Oui, mais effectivement, c'est une logique totalement court-termiste. Et le fonds d'investissement, au-delà de 5 ans, se fiche totalement de savoir ce que va devenir l'entreprise et se fiche totalement de savoir dans quel état les collectifs de travail se trouvent. Moi, j'ai interrogé, ça fait 15 ans en fait, ça fait pas 15 ans que j'écris ce livre, hein, mais ça fait 15 ans que j'interroge des salariés qui travaillent dans des entreprises qui ont été rachetées par des gros fonds d'investissement. Bon, l'idée, c'est pas de dire que c'est forcément horrible pour tous les salariés, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup, cette idée que les conditions de travail se dégradent, que les collectifs de travail explosent, que les cadences augmentent,
que aussi il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la décision s'éloigne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salariés qui expliquent que avant, sans pour autant repeindre en rose ce qui existait, au moins ils avaient l'impression que quand il y avait quelque chose à demander ou même une lutte à mener, le patron, il habitait au bureau de l'étage supérieur. Là aujourd'hui, le patron, c'est quelqu'un en costard qui vit dans un building vitré aux États-Unis. Donc il y a quand même un éloignement en fait des centres de décision qui du coup a un impact vraiment sur les salariés et sur l'impression qu'ils ont d'être totalement dépossédés de leur outil de production. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, pour répondre directement à votre question, à savoir est-ce que les gérants de fonds d'investissement comment ils se comportent dans leur vie de tous les jours, c'est une très bonne question. Je pense qu'ils sont beaucoup moins court-termistes. Quand vous voyez quelqu'un comme Stefan Schwarzman, qui est le PDG de Blackstone, qui est le plus gros fonds d'investissement de la planète, Schwarzman, je pense que c'est quelqu'un qui pense, en tout cas pour ce qui le concerne, vraiment sur le long terme. C'est quelqu'un qui a construit une fortune absolument considérable, quelqu'un qui a pu gagner 600 millions de dollars par an, à un certain moment, qui aujourd'hui mène une vie fastueuse, il vit dans un immense appartement à Manhattan avec 12 salles de bain, il organise des fêtes somptueuses, etc. Donc oui, je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit en fait sur le long terme, il réfléchit pour lui, il réfléchit pour ses enfants, pour le coup, pour sa descendance. Et est-ce que durant votre enquête, vous avez parlé avec des responsables politiques de ce qu'ils pensaient, vous avez demandé à des responsables politiques de ce qu'ils pensaient de ces pratiques? Ouais. Oui, même si, pour ne rien vous cacher, je pense que le débat politique en France est beaucoup moins fourni qu'aux États-Unis sur le sujet. Aux États-Unis, vous avez vraiment, c'est devenu un sujet politique en fait, les fonds d'investissement, parce que ce secteur-là, il est né là-bas et puis il a quand même une importance très importante dans l'économie américaine. Il y a même une candidate à la présidentielle, une candidate démocrate qui s'appelle Elizabeth Warren, qui, elle, avait tout un programme politique, des mesures très, très claires pour essayer de juguler le pouvoir de ces fonds. Et elle comparait les fonds d'investissement américains à des vampires qui suçaient le sang de l'économie américaine. C'est ce qu'on pense aussi. Et voilà, mais donc il y a toute une réflexion aux États-Unis pour essayer de juguler ce pouvoir. En France, c'est plus embryonnaire, on va dire. Ce qui ne veut pas dire que les politiques ne réfléchissent pas à la question. Ils entrent souvent par la porte du LBO, savoir qu'est-ce qu'on fait des LBO. Ouais. Et donc, il y a des responsables politiques, mais aussi des chercheurs qui réfléchissent à la manière d'encadrer, dans le meilleur des cas, d'encadrer drastiquement les LBO en imposant, par exemple, des ratios d'endettement à ne pas dépasser. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez vous endetter, une entreprise qui gagne, mettons, 1 million d'euros par an, vous pouvez vous endetter pour la reprendre à 6 millions d'euros, ce qui est considérable. Bon, donc il y a des responsables politiques qui réfléchissent à la manière d'encadrer ça et donc de limiter les ratios d'endettement. Il y a aussi des responsables politiques qui plaident pour une interdiction pure et simple des LBO ou pour au moins les réserver aux seuls salariés. Je crois que c'était Jean-Luc Mélenchon qui faisait cette proposition pendant la campagne de 2017. Et puis il y a aussi beaucoup de responsables politiques de gauche, ça pour le coup, notamment au Parti communiste français, à la France insoumise, ou des syndicats comme la CGT qui réfléchissent à des manières de définanciariser l'économie et de financer l'économie autrement. Et donc, il y a toute une série de propositions concernant notamment un pôle public bancaire. Je ne sais pas si vous voulez on peut en parler maintenant. Le point de départ, c'est de dire évidemment que les fonds d'investissement participent malgré tout au financement de l'économie. Et donc, si demain, on voulait se passer de ces fonds, il faudrait quand même trouver une alternative. Et donc, l'idée du pôle public bancaire, c'est surtout pas de recréer un super crédit lyonnais. Donc, il ne s'agit pas de nationaliser des banques et de confier le sort du crédit bancaire à des technos à Bercy. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt d'essayer de placer ce pôle sous contrôle citoyen et donc de faire en sorte que dans ce pôle siègent des représentants de syndicats, d'associations de consommateurs, de collectivités locales, etc., pour essayer de réorienter le crédit dans une autre direction et selon des critères qui seraient extra-financiers. Donc le but, ce ne serait pas de prêter de l'argent pour faire un énorme retour sur investissement, ce serait plutôt de financer des projets vertueux sur le plan social, environnemental. Bon, aujourd'hui, évidemment, c'est encore à l'état de projet, mais je pense que c'est un horizon politique intéressant à avoir en tout cas. Pour tous les gens qui ont des convictions à gauche, il est important en effet de noter qu'il y a des alternatives au monde qui s'est fabriqué. Mais si on revient au présent, même si ça n'a pas encore la place que ça a aux États-Unis, est-ce que c'est la direction qu'on prend ?
C'est une bonne question. Ce qui est évident, en tout cas, c'est que à l'échelle européenne, la France représente quand même un marché très important pour les fonds d'investissement. Clairement, je peux pas vous dire si en 10 ans les fonds d'investissement auront la même influence qu'ils ont aux États-Unis. Faut quand même savoir qu'aux États-Unis, on n'en a pas encore parlé, mais les fonds d'investissement sont des acteurs politiques à part entière. Les fonds d'investissement financent la vie politique américaine. Je consacre tout un chapitre là-dessus sur un peu les liens qui se créent, qui se nouent entre le monde politique et celui des fonds d'investissement. Il y a des liens qui se créent en France aussi, mais aux États-Unis, c'est vrai que c'est vraiment sur le mode du financement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, toutes les campagnes américaines sont financées exclusivement par de l'argent privé. Donc le système est totalement vérolé par l'argent, mais par contre, la contrepartie, c'est que c'est relativement transparent dans la mesure où vous pouvez savoir qui finance qui. En France, on peut pas savoir qui Bernard Arnault a financé lors de la dernière campagne présidentielle. Même si on a une petite idée, on peut pas le savoir. Aux États-Unis, vous pouvez savoir ça. Et donc, ce que des ONG ont réussi à démontrer aux États-Unis, c'est que le secteur des fonds d'investissement est devenu un des plus gros bailleurs de fonds des campagnes américaines. Et que régulièrement, quelqu'un comme Stephen Schwarzman, par exemple, le PDG de Blackstone dont j'ai parlé, figure parmi les 5 ou 10 plus gros contributeurs des campagnes américaines. Et vu que Schwarzman est un républicain fervent, c'est par exemple un de ceux qui a dépensé le plus d'argent pour faire élire Donald Trump, cette fois-ci, par exemple. Donc voilà, là-bas, les fonds d'investissement sont des acteurs politiques extrêmement puissants. Vous avez beaucoup d'anciens chefs de l'État, enfin présidents américains ou d'anciens hauts responsables américains qui, quand ils doivent entamer une deuxième carrière, vont trouver asile dans les fonds d'investissement. Alors c'est le cas en France aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que en France, on peut pas dire que les fonds d'investissement financent la vie politique française pour plein de raisons assez évidentes. En revanche, il y a des liens de plus en plus étroits qui se nouent entre les fonds d'investissement et les responsables politiques. Vous avez plusieurs responsables politiques qui ont trouvé des points de chute quand ils ont fini leur carrière politique dans des fonds. L'un des exemples les plus emblématiques, c'est évidemment François Fillon, qui, après sa campagne présidentielle ratée et sur fond d'affaires Pénélope, cherchait un point de chute. Il a toqué à la porte d'un fonds d'investissement qui s'appelle Tikeo Capital, qui est un des plus gros fonds d'investissement français, et qui lui a offert un strapontin doré. À l'époque, ce qu'il disait, c'était que Fillon était payé 300 000 euros par an. Alors, inutile de vous dire que quand les fonds d'investissement vont recruter un ancien Premier ministre, en l'occurrence, c'est pas pour que cet ancien Premier ministre mette ses mains dans le cambouis, élabore des stratégies d'entreprise ou épluche des bilans comptables. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de mettre à disposition du fonds le carnet d'adresse de l'homme d'État en question contre une rémunération intéressante. Donc c'est vraiment un des modes de connexion entre le monde politique et les fonds. Et ça, c'est vrai que ça se développe, clairement. Et du coup, en France, combien il y a de LBO par an? On sait ça à peu près? Alors les chiffres que je cite dans le livre, alors ça remonte un peu parce que le livre il est sorti il y a 2 ans déjà. Je crois qu'à l'époque on en était à 200 LBO par an. Ce qui est considérable. Ouais. Ah ouais. Ce qui est considérable. Alors, c'est pas forcément des très grosses entreprises. Non, bah non, puisqu'elles sont pas en bourse. Exactement. C'est des entreprises non cotées. D'ailleurs, il y a un terme. Mais c'est là où la financiarisation de l'économie prend tout son sens. Parce que quand ça concerne que des énormes boîtes, on se rend bien compte qu'à partir du moment où on fait des milliards de chiffres d'affaires, les enjeux financiers sont tels que... Oui, c'est pas surprenant quelque part. Voilà. Ouais. En revanche, la financiarisation de l'économie de taille intermédiaire, voilà. Et j'en ai pris conscience grâce à votre livre et de la manière dont ça se passait. Et donc, c'est ce dont j'aimerais parler, c'est, voilà, déjà, il y en a 200 par an, il y a 2 ans. Alors, à vérifier, c'est un chiffre. Il y a une année où il y en a eu 200, mais on imagine que ça tourne autour de une ou 2 ou 3 centaines par an, à peu près. Donc, c'est déjà considérable parce que c'est pas non plus des petites boîtes. Non. C'est jamais des boîtes de 10 salariés. C'est toujours... Il y a beaucoup de PME, bien sûr. C'est effectivement, c'est surtout ça ce qui vise, quoi. C'est effectivement cette entreprise-là. Et du coup, quand vous dites ça participe au financement de l'économie, disons que aujourd'hui, j'ai une copropriétaire d'une boîte de 200 salariés qui fait de la cantine. Ouais. Pourquoi est-ce que j'irais voir un fonds d'investissement
Comment ça se passe concrètement? Ça peut être, il y a quelque chose qui se faisait beaucoup et c'est comme ça que les fonds d'investissement en fait ont mis le pied dans la porte en France et notamment les fonds d'investissement étrangers sont venus faire leur marché sur le territoire français. C'était dans les années 80-90 en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui s'étaient créées pendant les 30 Glorieuses dont les dirigeants voulaient partir à la retraite en fait. Quelque chose qui réarrive là aujourd'hui avec... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'entreprises dont les dirigeants cherchaient à se débarrasser tout simplement. Et donc, ils cherchaient des actionnaires qui avaient les poches profondes et qui pouvaient mettre de l'argent pour racheter l'entreprise. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'entreprises qui comme ça, sont tombées dans l'escarcelle de fonds d'investissement parce qu'il fallait bien des gens pour les racheter. Et que quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez une belle entreprise de 300-400 salariés qui fonctionne bien, que vous avez envie de partir, mais que vous n'allez pas pouvoir, la léguer à votre fils parce que ça l'intéresse pas, et que vous avez un fonds d'investissement qui toque à la porte, qui lui a beaucoup d'argent, évidemment, c'est extrêmement intéressant. Après, il y a un autre mode d'entrée des fonds d'investissement qui concerne plus ce qu'on appelle les fonds vautours, dont je parle aussi beaucoup dans le livre. C'est vraiment des fonds de dette, c'est-à-dire qu'ils rentrent par la dette. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont racheter de la dette d'entreprise sur un marché secondaire. En gros, parce que quand vous êtes une entreprise, que vous émettez des obligations, donc en gros de la dette, l'obligation va être rachetée et puis ensuite ça va être échangé plus tard sur un marché secondaire. Et donc, vous avez des fonds vautours dont la spécialité est de racheter à pas cher des dettes d'entreprise. Auprès de banques. Auprès de banques, exactement, qui ont envie de s'en débarrasser. Et ensuite, l'idée, c'est qu'au moment où la dette a tellement grossi qu'elle devient ingérable, en fait, il y a ce qu'on appelle une restructuration de la dette. C'est-à-dire que tous les créanciers, le chef d'entreprise se mettent autour de la table pour essayer de voir comment réduire l'endettement. Et à ce moment-là, les fonds d'investissement, les fonds vautours qui pendant des années ont racheté à bas bruit de la dette de cette entreprise vont dire moi aujourd'hui j'en détiens 60%, je veux bien m'asseoir sur une partie du remboursement, par contre en contrepartie, je prends possession de l'entreprise. Je vais convertir mes créances en actions, donc je vais devenir propriétaire de l'entreprise, avec l'idée derrière de la revendre plus tard, c'est toujours pareil, de la revendre le plus cher possible pour pouvoir rentrer dans mes frais. Donc il y a plein de modes d'entrée différentes utilisés par les fonds d'investissement. Donc, on a les fonds vautours et les fonds qui profitent d'opportunités, en gros. En quoi est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment qui finance l'économie? En fait, s'ils n'étaient pas là, qu'est-ce qui se passerait dans un cas comme dans l'autre? C'est une bonne question. Alors, on peut pas... globalement... En fait, ce que vous posez comme question, c'est la question de la financiarisation de l'économie, effectivement. C'est est-ce qu'on vivait mieux il y a 40 ou 50 ans, à l'époque où la sphère financière, où le poids de la sphère financière était beaucoup plus faible, où les marchés financiers ne jouaient pas le rôle qu'ils jouent aujourd'hui, et où les banques, en fait, jouaient le rôle qui était le leur, c'est-à-dire de prêter de l'argent à des taux d'intérêt raisonnables, et en essayant de s'inscrire un peu sur le long terme. Évidemment, on vivait mieux à l'époque qu'aujourd'hui. Donc j'aurais tendance à dire que plus on financiarise l'économie, et plus on y perd quelque part. Cela dit, aujourd'hui, les fonds d'investissement, ils jouent un rôle économique. Après, ils jouent le rôle qu'on veut bien leur laisser jouer. Ce qui est clair, par exemple, et c'est vrai qu'eux jouent beaucoup là-dessus, il y a de moins en moins d'entreprises aujourd'hui qui rentrent en bourse. Ça intéresse de moins en moins les chefs d'entreprise d'aller en bourse parce que ça coûte cher, parce que derrière, vous avez des impératifs de transparence aussi. Une entreprise cotée en bourse, forcément, derrière, vous avez des comptes à rendre aux actionnaires. Donc, ça impose une certaine forme de transparence. Et donc, il y a des entreprises qui considèrent aujourd'hui que se tourner vers les marchés financiers, c'est pas forcément très intéressant. Et donc, ils préfèrent se tourner vers des fonds d'investissement qui ont de l'argent à investir. Et puis peut-être qu'ils sont aussi intéressés par une rentabilité rapide. Exactement, tout à fait. Ouais. Et qui c'est plus le chef d'entreprise familial. Exactement, oui, tout à fait. Donc ça pour le coup, c'est vrai quand les fonds d'investissement, quand les lobbies des fonds d'investissement vous expliquent que ils jouent un rôle de plus en plus crucial dans le financement de l'économie, en tout cas qui concurrencent directement les marchés financiers. Factuellement, c'est vrai. Mais encore une fois, le problème, c'est que vous avez pour l'instant pas d'alternative. Ce qu'il faudrait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est définanciariser l'économie pour que les entreprises n'aient plus besoin de se tourner vers des fonds d'investissement. Pas d'alternative. Moi, le truc, c'est que les boomers lâchent leurs entreprises qu'ils ont fondées. Bravo à eux. S'ils sont obligés de casser les prix parce qu'ils n'ont pas de repreneurs, et que ça permet à des jeunes de racheter une entreprise pour pas cher, c'est génial.
Bien sûr. Pour l'économie, c'est génial. Enfin, pour les jeunes, en tout cas, c'est génial. Oui, non, on pourrait même imaginer que ce soit les salariés eux-mêmes qui rachètent leur propre entreprise, ce qui pour le coup, à mon avis, serait intéressant parce que c'est une façon de se réapproprier son outil de travail. Alors ça, je pourrais en être tout à fait d'accord, mais c'est une position idéologique aussi en soi, plutôt socialiste. Ouais, après ça dépend ce que vous appelez. Moi, l'idéologie chez moi, c'est pas un gros mot en fait. L'idéologie, c'est une vision du monde. Moi non plus, pas du tout. Ouais. Non, c'est juste pour dire que sans aller jusque-là, simplement, s'il n'y avait pas de fonds d'investissement, si d'un coup, grève, admettons, fonction chômage technique, et je veux juste comprendre, quand on dit qu'il finance l'économie, il finance le maintien des actifs à une valorisation où seuls eux peuvent payer. Parce que si ils étaient pas là pour racheter des entreprises, ces entreprises seraient vendues moins cher. Oui. Non, mais de toute façon, là où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense que si demain, par exemple, on interdisait les LBO en France. Voilà, les LBO, même pas les fonds d'investissement, juste les LBO. Parlons juste des LBO. À mon avis, ça n'aura aucune conséquence sur le tissu économique français. Je pense que ça pourrait même plutôt faire du bien, plutôt du bien que du mal. Donc c'est vrai que toutes ces propositions dont je parle dans le livre et que reprennent, qu'élaborent des chercheurs, des responsables politiques et syndicaux depuis des années, en fait, ça n'a rien de très révolutionnaire. L'idée de départ, c'est de dire ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Donc, avant 1984, les LBO, ça n'existait pas en France. On vivait pas tellement plus mal qu'aujourd'hui, donc on pourrait tout à fait imaginer, supprimer les LBO ou à tout le moins les encadrer très fortement. Je pense que ça n'aurait aucune conséquence grave sur le fonctionnement de l'économie. Je pense qu'il n'y a même pas de débat vraiment à avoir là-dessus, clairement. Si quelqu'un n'est pas d'accord dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à nous expliquer pourquoi, parce que moi non plus, j'y arrive pas à vraiment comprendre où serait le problème. Alors, il y a quand même un argument qui est utilisé par les fonds d'investissement, et peut-être qu'il y a certains commentateurs, certaines personnes dans les commentaires qui pourront le soulever. En fait, les deux arguments qui sont les plus fréquemment utilisés par les fonds d'investissement et par leurs défenseurs, c'est de dire, nous, on crée de l'emploi. Bon, on a vu ce qu'il fallait penser de cette assertion-là. Et l'autre idée, c'est quand même de dire, nous, on va aider des jeunes pousses, des startups à se développer. Et c'est vrai qu'il y a tout un pan alors ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire le capital investissement. En gros, tout ce dont on parle tout à l'heure, ça s'appelle du capital investissement ou du private equity. En gros, c'est l'idée d'investir dans des entreprises non cotées. Ce qu'au fond, les fonds d'investissement, c'est du private equity. Il y a tout un pan du private equity qui consiste vraiment à aider les petites entreprises qui ont besoin de fonds pour se développer et qui effectivement ont beaucoup de mal à trouver de l'argent parce que les banquiers sont souvent hésitants à l'idée de financer une petite entreprise dont on ne sait pas très bien ce qu'elle va devenir. Bon, donc ça c'est vrai que c'est un secteur qui existe, mais en réalité quand vous regardez ce que ça pèse à l'échelle de l'ensemble du private equity, en fait c'est pas grand-chose, évidemment. C'est-à-dire que les gros fonds d'investissement, peut-être qu'ils peuvent investir quelques milliers d'euros, quelques milliers de dollars, quelques millions de dollars pour soutenir les startups, mais en réalité, c'est évidemment pas ça leur fonds de commerce. C'est les mêmes fonds qui investissent dans les startups et dans les... Non, vous avez des fonds, ce qu'on appelle le venture capital. Vous avez des fonds dont vraiment la spécialité, le cœur de métier, c'est d'investir dans des startups, des jeunes entreprises dynamiques. Ouais. Donc, eux, ils font que ça. Et pour le coup, eux prennent des risques. Bah ouais. Pour le coup. Bah ouais. Parce que vous avez quand même, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a beaucoup de startups qui mettent la clé sous la porte. Ils ont pas recours au LBO en plus. À l'occurrence, non, pas forcément. Eux, vraiment, ils sont là pour aider soit le chef d'entreprise à monter, à faire un tour de table et à monter sa startup, soit à la développer pour aller, je sais pas, conquérir des nouveaux marchés. Voilà. Donc eux, ils jouent un rôle qu'on peut trouver discutable parce qu'il faudrait s'intéresser à l'utilité sociale de toutes les startups qui se montent en France. Je suis pas sûr que toutes les startups qui se montent aient vraiment une utilité sociale. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces fonds-là qui sont spécialisés dans les startups prennent des risques, en tout cas c'est sûr, et beaucoup plus de risques que Blackstone ou des fonds comme ça qui vont se contenter d'investir dans des business déjà matures et qui cherchent surtout en fait à gagner plus d'argent. Du coup, on voit avec la distinction entre les fonds qui investissent dans des PME et ceux qui investissent dans des startups que ce qu'il y a de vraiment toxique, c'est les LBO utilisés pour racheter les PME. Ouais, alors c'est les LBO, effectivement, vous avez raison.
parce que ça produit des effets qui peuvent être dévastateurs. Alors, il ne s'agit pas de noircir le tableau, d'expliquer que tout LBO finit invariablement par une faillite, c'est pas vrai, hein. Mais en tout cas, c'est vrai que le risque de faillite s'accroît et que par ailleurs, ça détériore les conditions de travail des salariés dans les entreprises en question. Il y a aussi autre chose que je voulais aborder, c'est quand même la manière dont les fonds d'investissement se sont accaparés des pans entiers de l'économie qui jusqu'à présent échappaient à la financiarisation. Je pense notamment à l'immobilier ou surtout à la santé. Et ça pose des problèmes parce que quand des fonds d'investissement vont racheter une clinique, même privée, ou un EHPAD, ça pose problème parce qu'ils vont apporter leur méthode de gestion à eux et leur court-termisme, pardon. Je suis pas sûr qu'un EHPAD, que c'est particulièrement sain de gérer un EHPAD comme vous gérez n'importe quelle entreprise. Ça, pour le coup, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. En France, il y a très peu de choses qui ont été faites, alors même qu'il y a une financiarisation de la santé à marche forcée en France. Il y a beaucoup. La plupart des cliniques privées en France, des gros établissements de cliniques privées, des groupes, sont détenus par des fonds d'investissement. Ça, peu de gens le savent, mais voilà, ils jouent un rôle là-dedans. Aux États-Unis, c'est encore plus important. Aux États-Unis, vous avez même des cabinets de médecine de ville qui sont rachetés par des fonds d'investissement. Donc la question se pose de savoir quelles conséquences ça a, non seulement sur les conditions de travail des soignants, mais aussi sur la santé des patients. Aux États-Unis, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. J'en cite une dans le livre que je trouve assez terrifiante. En fait, c'est des chercheurs, des économistes de renom qui ont analysé un gros échantillon en fait d'EHPAD. Enfin, ils ont pris toujours pareil, ils ont pris 2 échantillons d'EHPAD. Un échantillon avec des EHPAD qui ont été rachetés, souvent en LBO d'ailleurs, par des fonds d'investissement, et un échantillon d'EHPAD qui n'a pas été racheté par des fonds d'investissement. Toujours un peu la même technique. Ils ont regardé à la fin qu'est-ce qui se passait. Et le résultat, c'est que quand vous êtes un patient et que vous êtes dans un EHPAD géré par un fonds d'investissement, votre taux de mortalité augmente de 10%. C'est même 11%, je crois, donc c'est absolument glaçant. L'explication qui a été avancée par les chercheurs, en gros, il y en a 2. Il y a d'une part le fait que dans les EHPAD qui sont détenus par des fonds d'investissement, le taux d'encadrement a tendance à diminuer, c'est-à-dire que comme les fonds d'investissement vont supprimer des postes, ça veut dire qu'il y a moins de soignants pour s'occuper des patients. Et le deuxième facteur, en fait, qui est probablement lié au premier, c'est que d'après ce que pensent les chercheurs, on utiliserait plus de neuroleptiques dans les EHPAD détenus par des fonds d'investissement. Or, moi je suis pas médecin, mais il paraît que les neuroleptiques, surtout à des doses élevées, ça a des conséquences extrêmement nocives sur la santé des personnes âgées. Voilà, donc c'est des études comme ça qui montrent le rôle toxique joué par les fonds d'investissement quand ils arrivent dans certains secteurs, qui selon moi sont des secteurs absolument vitaux, qui ne devraient pas être financiarisés évidemment. Et une fois que un laboratoire ou un EHPAD ou une crèche, des groupes de crèches ou d'EHPAD rentrent dans le giron d'un fonds d'investissement, sont rachetés par un fonds d'investissement. Ouais. Déjà, le fonds d'investissement ne rachète pas toutes les parts, si. Non, pas forcément. Et puis surtout, quand vous parlez des crèches, c'est un très bon exemple, des crèches privées. En fait, le fonds d'investissement ne va pas forcément racheter les crèches en l'occurrence, mais ils vont leur prêter de l'argent, par exemple. Prêter de l'argent à des taux d'intérêt exorbitants. Donc, ça, c'est leur nouvelle technique. Évidemment des problèmes. Voilà, exactement. C'est une technique, c'est une vieille technique. Hein. Mais donc, c'est ce qu'on appelle des fonds de dette. C'est aussi des fonds, c'est ce que je disais tout à l'heure moi, je pense qu'on peut les appeler des fonds vautours. Et donc, c'est des fonds qui font leur beurre comme ça, en prêtant de l'argent à des taux exorbitants, et si bien qu'à l'arrivée, votre crèche, quelque part, elle est entre les mains de ce fonds. Et les cliniques qui appartiennent à un fonds d'investissement, ou les crèches qui, in fine, vont finir par appartenir à un fonds d'investissement. Ensuite, comme on a dit que les fonds d'investissement, ils gardaient leurs actifs 4-5 ans, ils les vendent à d'autres fonds. Ouais, effectivement, ils les vendent à d'autres fonds, à d'autres acteurs, en essayant de les vendre plus cher. Alors, ce qui n'est pas forcément évident pour une clinique. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est que si les fonds d'investissement s'intéressent autant à la santé en France, c'est pas forcément parce qu'ils peuvent faire de grosses plus-values. C'est surtout parce que c'est un secteur qui est massivement subventionné par nous, en fait, par la sécurité sociale. En gros, 80% des dépenses de santé en France sont financées par la Sécu. Et donc ça, quand vous êtes à fonds d'investissement, c'est en fait extrêmement intéressant parce que ça veut dire que votre marché, si on raisonne, en tout cas selon l'idée que le secteur de la santé est un marché,
Ça vous permet en fait d'investir sans risque, parce que le secteur de la santé, il est quelque part protégé des aléas conjoncturels, dans la mesure où quoi qu'il arrive, la sécurité sociale continuera à subventionner le secteur, et puis il y aura toujours des gens qui sont malades, qui auront besoin de soins, etc. Donc l'idée des fonds d'investissement quand ils rentrent, en plus, et en plus vieillissement oblige de plus en plus. Donc la logique du fonds d'investissement quand il rentre dans le secteur de la santé en France, c'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent, mais en tout cas c'est d'être sûr qu'il n'en perdra pas. Et ce qui évidemment est intéressant pour lui. Mais du coup, prenons une PME où là le but est de gagner de l'argent lors de la revente. Ouais. Quand ils revendent. C'est des grosses PME en général. Hein. Faut pas s'imaginer que c'est des boulangeries. Non. Ouais, c'est ça. C'est quelques centaines quelques milliers de salariés. Quand ils revendent à d'autres fonds d'investissement. Pas tout le temps, mais effectivement, c'est vrai que ça arrive. Vous avez des exemples. Alors pour le coup, c'est pas une PME, c'est une grosse entreprise qui s'appelle Vivart, dont je parle dans le livre, parce que c'est vraiment dans l'histoire du LBO, si vous voulez, c'est l'exemple dont les fonds détestent qu'on parle, parce que c'est vraiment assez emblématique de la manière dont ils peuvent mettre à sac une entreprise. Vivart, c'est une entreprise qui à la base était un fabricant de chaussures, qui s'est créé en France au début du XXe siècle, qui a grossi et qui est devenu un groupe de textiles, qui détenait plusieurs marques assez emblématiques qu'on connaît, comme Naf, Koukaï, etc. Et en fait, au milieu des années 2000, c'est un groupe qui va être racheté par un premier fonds d'investissement sous LBO. Ce fonds va le revendre ensuite à d'autres fonds qui vont le revendre à d'autres, etc., etc. Et donc, à l'arrivée, la dette de Vivart va atteindre des proportions considérables. Et ça va, en fait, tuer l'entreprise. C'est-à-dire que Vivart va finir par être liquidé en 2022. Et ça, et donc, il y a eu une casse sociale considérable. Il y a des milliers de salariés qui ont perdu leur travail dans cette histoire. Mais il y a quand même des fonds d'investissement, en tout cas les premiers, qui sont considérablement enrichis. Mais ça montre comment est-ce que une boîte peut être totalement vidée de sa substance, alors même que c'est une entreprise profitable qui marchait bien, par cette logique folle des rachats par LBO. Mais c'est ça, mais c'est ce que j'aimerais comprendre, parce que quand on achète une boîte et qu'on veut faire une plus-value, c'est-à-dire que non seulement ils gagnent de l'argent via les dividendes pendant qu'ils sont propriétaires de la boîte, donc ils privent la boîte de liquidité pour investir via la dette qu'ils lui ont collée. Ouais, tout à fait. Dette qui leur a servi, eux, à racheter cette entreprise. Donc, et en plus, à diminuer leur taux d'imposition. Et ça, on y vient, c'est la question d'après. Parce que mais c'est juste pour que les gens comprennent à quel point c'est dingue. Donc, revenons sur l'exemple des PME. Donc, on va dire l'activité classique du LBO. Enfin, des PME, des boîtes qui sont pas cotées en bourse. Enfin, des gros, ça peut être des grosses entreprises, mais qui sont pas cotées en bourse. Voilà. Et les fonds d'investissement créent une dette pour racheter cette boîte. Tout à fait. Colle cette dette au passif de la holding qui détient cette boîte. Pour schématiser, on peut dire qu'il colle cette dette à la boîte. Cette boîte, avec des intérêts énormes. Qui peuvent être énormes, effectivement. Avec des intérêts, en tout cas, importants. Cette boîte doit ensuite rembourser les intérêts de cette dette qui ne lui a servi à rien. À rien, donc c'est pas de l'argent qu'elle a pu utiliser pour. Puis elle doit aussi payer des dividendes à ses nouveaux actionnaires, qui en général sont gourmands. Même si, tout à fait. Même si en réalité, là où les gérants de fonds se font le plus d'argent, c'est vraiment à la revente de l'entreprise. Voilà. En fait, l'idée, c'est pour finir boucler la boucle, c'est vraiment au moment où l'entreprise est revendue, c'est là en fait et du coup, ensuite, avec une vision à court terme, ils pressurisent tout ce qu'ils peuvent. En fait, ils pressent un citron, quoi. Exactement. Du coup, le citron, il ressemble plus à rien. Ils accélèrent l'entropie. En gros, pour reprendre Bernard Stiegler, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, ma question, c'est une fois qu'ils ont amélioré les indicateurs financiers de l'entreprise pour qu'elle soit prête à être vendue, ils vont la revendre sur le marché.
À qui? Ça peut être... c'est souvent à d'autres fonds d'investissement. C'est ça. Mais du coup, qui rachètent pour faire la même chose. Exactement, qui rachètent pour faire la même chose. L'idée, c'est que parfois, l'idée, c'est que parfois, le prix de revente est objectivement trop élevé, parce que le but du fonds d'investissement, c'est vraiment de se faire le plus d'argent, la plus-value. Donc parfois, vous allez revendre des entreprises qui est beaucoup plus cher que ce qu'elles valent vraiment. Mais effectivement, vous avez, en fait, là, avec votre question, vous résumez toute la logique que j'explique dans le livre. C'est-à-dire que... Parce qu'il est bien écrit. Mais c'est une logique totalement mortifère. On crée une dette qui n'a pas lieu d'être, effectivement. On pressurise des salariés qui pourraient travailler correctement. Et à l'arrivée, vous revendez une entreprise à d'autres fonds qui vont peut-être faire la même chose, voire pire. Parce qu'en général, quand l'entreprise elle a subi 1, 2, 3, 4 LBO, à la fin, effectivement, elle ne ressemble plus à grand-chose. Parce que l'entreprise pouvait, à la rigueur, être profitable et plutôt bien fonctionner au début. Mais à la fin, vous avez tellement pressé le citron, pour reprendre votre métaphore, qu'il n'en reste plus grand-chose. Et c'est ça le truc, c'est que du coup, on est dans une situation où s'il y a 200 LBO par an, je sais que c'était le chiffre d'une année et que... une moyenne à l'époque, je crois. Faut revoir ce chiffre. C'est juste pour nous aider à y réfléchir. S'il y en a 200, il y en a une partie qui concerne des entreprises dont c'est le premier LBO. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'elles tombent dans l'escarcelle d'un fonds. Et d'autres qui sont des LBO 2, LBO 3 pour des entreprises. Ouais. Ces boîtes, en général, ont détruit leur possibilité d'investissement et donc leur capacité à... En tout cas, il limite fortement, ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que quand vous devez payer... quand il y a 80% de votre EBITDA, de l'EBITDA en gros, de ce que vous gagnez, de ce que votre activité économique dégage comme argent tous les ans, quand vous avez 80% de cette somme-là qui part dans un remboursement de dette en plus qui n'avait pas lieu d'être à l'origine, évidemment que vous obérez votre capacité à embaucher, votre capacité à investir, votre capacité à vous projeter dans l'avenir. Mais c'est pas du tout la logique du fonds. Le fonds se contrefout de savoir si l'entreprise sera pérenne, en fait. Si l'entreprise existera 10 ans après leur rachat. Le fonds s'en contrefout, mais moi, pas du tout. Ah ben, mais vous avez raison de pas vous en foutre. Moi, pas du tout, parce que au-delà de considérations idéologiques, j'aimerais bien vivre dans un pays où les décisions ont du sens économiquement. Et pas qu'économiquement d'ailleurs, partout, mais simplement qu'elles soient marquées du sceau du bon sens et qu'on en profite tous d'une manière ou d'une autre. Et là, on voit que c'est exactement l'inverse de ce qui se passe, c'est-à-dire toute la richesse collectivement créée par les travailleurs, par le capital, par leur union, est en train d'être pressée par ces LBO successifs. C'est pour ça que je demandais, est-ce que... qu'en pensent, par exemple, les économistes qui font de la macroéconomie? Est-ce qu'ils abordent le sujet? Ouais, alors, mais en France, en réalité, il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à la question. Moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert en faisant le bouquin. Vous avez quelques sociologues qui s'intéressent à cette question-là. Ils le prennent par le bout de la financiarisation, notamment sur les conditions de travail. Ils produisent un travail tout à fait intéressant, tout à fait passionnant. Mais les économistes qui travaillent vraiment sur cette question en France, il y en a quelques-uns. Vous les comptez sur le doigt d'une main, en fait, des économistes vraiment qui font plus d'ailleurs de la microéconomie, qui travaillent dessus. Mais bon, moi je sais qu'il y a des économistes qui ont un regard très critique là-dessus. L'un des économistes, alors je cite l'économiste Nicolas Bédu en France, qui est peut-être un des meilleurs spécialistes du sujet. Lui, quand vous lui parlez de fonds d'investissement, il va vous dire que globalement, il considère que ça n'a pas beaucoup... les effets néfastes l'emportent très certainement sur les effets positifs. Et que notamment, lui, son discours, c'est de dire... Souvent, les fonds d'investissement vont vous expliquer qu'ils créent de l'emploi, mais en fait, ce chiffre, il est bidon parce que il résonne par croissance externe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand un fonds va racheter une entreprise en un instant T et qu'il va la revendre 5 ans plus tard, peut-être qu'il y aura plus d'emplois, mais c'est parce qu'il en a racheté d'autres entre-temps. Donc mécaniquement, forcément, vous augmentez le nombre d'emplois. Mais c'est pas pour autant que vous créez des emplois, c'est juste que vous agglomérez des entreprises entre elles. Mais du coup, je comprends pas, parce que j'ai entendu plusieurs économistes, j'ai entendu plusieurs responsables politiques, tous sur le constat du court-termisme, de la financiarisation. Je veux dire, ça, c'est des mots que je connaissais. Maintenant, ils ont un contenu beaucoup plus concret, grâce à votre livre. Et si eux n'ont pas lu votre livre,
ils l'ont ce lien dans la tête, je veux dire, où c'est aussi pour eux des mots abstraits qu'ils utilisent parce que voilà, c'est un truc qu'on dit, mais on sait pas exactement ce qui se passe. Est-ce que eux, ils savent, ou est-ce qu'il faut absolument qu'ils lisent votre livre ou qu'ils regardent notre vidéo? Globalement, il faut qu'ils lisent cette vidéo, il faut qu'ils s'abonnent à votre site et il faut qu'ils lisent mon livre. Ok, ils comprennent pas vraiment le mécanisme par lequel la financiarisation et Si, alors c'est-à-dire que si, quand vous discutez avec des responsables politiques, mais pas seulement surtout de gauche d'ailleurs, mais aussi parfois de droite. Si, il y en a certains qui développent un discours, une analyse systémique là-dessus. Après, bon, il vous a pas échappé quand même que lors des dernières élections présidentielles, on n'a pas beaucoup parlé d'économie finalement, pas beaucoup parlé de social, malheureusement pas assez, et qu'on a plus disserté sur des thématiques identitaires, l'immigration, etc., etc. Et globalement, je pense qu'on ne parle pas du tout assez d'économie, pas du tout assez du travail, pas du tout assez de la manière dont le capital traite le travail en France notamment. Et c'est vrai que c'est des questions, je pense qu'il faudrait qu'on aborde ces questions tous les jours. Enfin, la place prise par la finance dans nos vies, je pense que ça devrait être, qu'on devrait en parler tous les jours. Et François Hollande, peut-être un de ses seuls mérites, c'est d'avoir abordé la question en 2012. Et quand on reprend ce discours qui a été beaucoup commenté, en fait, c'était pas absurde son idée. Ce que je lui reproche, moi, c'est d'avoir désincarné son ennemi. Et donc, ça implique que si l'ennemi n'a pas de visage, pas d'identité, pas de corps, on peut pas le combattre. Donc, c'est quelque part un appel au renoncement. Mais cela dit, quand vous reprenez son discours, il dit bien mon ennemi, c'est la finance, il ne présente pas de candidat à l'élection présidentielle et pourtant il gouverne. Ça dit bien ce que ça veut dire. Évidemment que la finance gouverne aujourd'hui, sauf qu'il y a très peu de responsables politiques qui s'attaquent vraiment de front à cette question. Est-ce qu'il y a un lien entre nos milliardaires adorés et les fonds d'investissement? Est-ce que parce que c'est pas les mêmes causes d'enrichissement. Il y a des alors moi, en faisant le livre, je me suis rendu compte qu'il y avait une demi-douzaine de personnes en France qui étaient devenues multimillionnaires grâce aux fonds d'investissement. C'est des gens dont le nom ne parle à personne. Je pense que si je vous parle de Walter Butler, Antoine Flammarion, Maurice Chéniaud, c'est des noms qu'on connaît pas. Parce que c'est des gens qui aiment la discrétion, qui vont pas faire la une de Paris Match. Mais c'est des gens qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à ce secteur. Il n'y a pas de milliardaires en France du private equity. Aux États-Unis, en revanche, il y en a beaucoup. On a parlé de Stéphane Schwarzman, mais il y en a d'autres. Il y a pas longtemps, il y a un économiste qui s'appelle Ludovic Phalippou, qui est aussi un des meilleurs spécialistes mondiaux du sujet, qui est détesté par les fonds d'investissement pour le coup, parce qu'il les attaque de manière extrêmement précise en utilisant des arguments auxquels ils ont du mal à répondre. Il a calculé que sur les 25 dernières années, les gérants de fonds d'investissement, qui sont surtout des gérants de fonds américains, ont gagné 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars en ce qu'on appelle du carried interest. Donc carried interest, c'est un truc qui est quasiment intraduisible en français. En gros, c'est juste le pourcentage de la plus-value qui retourne dans les poches des gérants de fonds d'investissement. C'est ça le carried interest. Et donc, ils ont empoché 1000 milliards de dollars en 25 ans. C'est une somme absolument considérable et ça montre bien que c'est un business qui a permis à certaines personnes de devenir milliardaires, en tout cas aux États-Unis. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Le scénario où la France prendrait cette direction et où même des médecins, des cabinets de médecins de campagne se retrouveraient dans cette logique de rentabilité financière à court terme, de maximiser leur rentabilité financière à court terme, me fait peur. Ouais, alors après, on dit toujours que la peur est mauvaise conseillère. Je pense qu'il faut avoir peur, mais qu'il faut essayer de résister, en fait. C'est un peu, c'est un peu ce que j'essaie de faire dans le livre. C'est aussi un appel à la résistance contre la financiarisation de l'économie. Et je pense que la première chose à faire, c'est de soutenir les gens qui, très concrètement, se battent en fait contre le capital, contre le pouvoir pris par la finance. Dans le livre, je parle de ces syndicalistes qui essayent de résister dans les entreprises. Il y a aussi des locataires qui résistent. J'en parle dans le livre il y a quelques années. Il y a eu c'est intéressant d'ailleurs, un grand mouvement de manifestations mondiales dans plusieurs grandes villes contre le pouvoir pris notamment par Blackstone
sur les immeubles qu'il avait rachetés. C'est notamment le cas en Espagne, parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, Blackstone était le premier propriétaire privé d'immobilier. Donc c'est absolument considérable. Et si bien que quand Podemos, donc la formation politique de gauche en Espagne, pour essayer de résoudre la crise immobilière espagnole, avait demandé à tous les propriétaires privés de faire un effort et donc de consacrer une partie de leur parc locatif à du logement social. Les représentants de Blackstone en Espagne avaient dit à Podemos, vous êtes gentils, mais nous, le logement social, c'est pas notre cam, donc on ne fera pas de logement social. Donc c'est pour vous dire que voilà, qu'il y a des fonds d'investissement qui jouent un rôle aujourd'hui presque politique, enfin littéralement politique, c'est-à-dire qui parlent d'égal à égal avec les responsables gouvernementaux. C'est un problème. Il faut s'en inquiéter, mais je pense qu'il faut aussi résister. Et il y a des gens aujourd'hui qui résistent contre ces fonds, et je pense que c'est évidemment eux qu'il faut soutenir aujourd'hui. Ouais, mais les soutenir et puis peut-être interdire le LBO. Ouais, bah moi je donne un éventail de solutions dans le livre. Très honnêtement, je pense que interdire le LBO, ça me paraît tout à fait salutaire comme décision. Ouais, ou le limiter aux salariés comme on nous l'a vendu ou au limiter départ. aux salariés, tout à fait. Ouais. Ça, ce serait très bien, ouais. Oui, et je pense pas que ça provoque un séisme économique, au contraire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter sur ce sujet ? Non, si ce n'est que j'ai été ravi de participer à cette émission. Merci beaucoup Cyprien Voganda. Merci beaucoup à vous.